Bonjour, c'est Japanman et on va directement partir pour cette lecture manga du mois de juillet 2023. Allons-y. Alors pour commencer, on a le tome 13 de Chainsaw Man par Tatsuki Fujimoto aux éditions Crunchyroll. Donc je le redis vite fait, pour tout ce qui est grosse série très populaire et très dans l'air du temps, comme Chainsaw Man ou One Piece par exemple, vu que je sais que c'est très populaire et que je veux vraiment pas risquer de spoiler quelqu'un, je vais rester très très vague. Donc voilà, vous attendez pas à ce que je parle en détail de l'histoire de ce tome-ci, je vais volontairement rester vague. Cela dit, je vais quand même adresser le point principal qui est que du coup on est rentré dans cette deuxième partie de l'histoire, et il y avait cette dynamique qui n'était pas encore entièrement claire au tome 12, il y a un nouveau personnage qui est très mis en avant. Est-ce que on va plutôt suivre ce nouveau personnage ou notre ancien protagoniste? On savait pas à quel degré d'alternance ça allait se jouer, quoi. Est-ce que dans le tome 13 on retrouverait notre protagoniste habituel? Et puis voilà. Non, visiblement il y a vraiment une sorte d'alternance, c'est un peu les persos principaux. Voilà, on aurait pu se demander qui allait être le plus en retrait, qui allait tirer la couverture à lui. Au final, on est un peu sur les deux en même temps. C'est ce qui se déroule plutôt bien. Je veux dire, on a un peu ce truc où nous, le lecteur, on sait certaines choses sur les personnages parce qu'on voit les deux points de vue, tandis que eux ne savent pas exactement tout. Donc ça c'est plutôt cool, et voilà, pressé de voir comment ça va évoluer, quoi, parce que c'est assez prometteur, et vraiment il y a cette espèce de twist constant dans Chainsaw Man. Voilà, il n'y a pas vraiment de gros twist dans l'intrigue, mais ce truc qui fait que l'histoire au bout de 2 tomes elle change de registre parfois, enfin c'est vraiment cool. Donc Chainsaw Man toujours aussi bien. Ensuite on va enchaîner sur un autre manga concerné par ce que j'ai dit plus tôt pour Chainsaw Man, le tome 104 de One Piece par Eiichiro Oda aux éditions Glénat. Pourquoi c'est concerné par la même chose que Chainsaw Man? Parce que c'est également, comme je l'ai dit plus tôt, une série très populaire, très dans l'air du temps, parce que ça continue à sortir et les gens adorent toujours autant. Donc voilà, One Piece, pareil, je vais rester très vague, vous n'aurez pas les détails de l'intrigue. Bon, vous le voyez sur la couverture, on l'avait déjà vu sur une couverture précédente je crois, mais là ce que j'appelle moi le Luffy tête de nuage, qui en fait est le Luffy Gear je sais plus combien, et voilà, là il y a plus de, vraiment, là il est vraiment gros sur la couverture, il n'y a pas moyen de le rater, c'est plus, moi personnellement dans ma conception propre du spoil, je considère que là c'est plus du spoil, parce que bon, je peux pas faire autrement que vous montrer le tome. Donc oui, il y a Luffy tête de nuage. Je vais aussi vous dire un autre truc, c'est pas du spoil en soi, mais je pourrais concevoir que pour quelqu'un qui voudrait vraiment vraiment ne rien savoir, ça peut être du spoil. Après, si vous voulez vraiment vraiment ne rien savoir, à mon avis vous avez déjà quitté cette partie de la vidéo, vous êtes passé au manga suivant. Mais c'est la fin d'un arc dans ce tome. À ma connaissance, après peut-être que ça redémarre, un twist, en fait ça redémarre au tome 105 le même arc, mais je pense pas. C'est la fin de l'arc des samouraïs. Voilà. Ce qui est très intéressant parce que pour le coup, contrairement à depuis, je crois depuis tout le Nouveau Monde pratiquement, je ne me suis pas trop fait spoil ce qui va se passer après. Oui, les samouraïs, quand on était au Minx, je savais déjà qu'après ils allaient aux samouraïs. Quand on était à l'île Tugato, je savais déjà que juste après ils allaient au Minx. Quand on était Enfin non, c'est l'inverse. Enfin, vous avez compris quoi. J'ai dit à l'envers, mais c'est à chaque fois je savais de quoi allait parler l'arc d'après. Vraiment, ça fait depuis le Nouveau Monde quoi que j'ai pas eu de vraie surprise de où ils vont ensuite. Là, j'ai peut-être 2-3 indices par des spoils indirects de fanart ou de trucs comme ça que j'ai vu sur Twitter sans faire exprès, enfin sans vouloir surtout, parce que c'est pas moi qui décide. Mais j'ai pas de gros spoils, je sais pas où ils vont, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment super cool. Le tome 105, je vais enfin me prendre une vraie surprise totalement. Et ça fait longtemps, quoi, je suis content, pour le coup. Bon, après, peut-être qu'au moment du tome 105, j'ai réalisé qu'en fait, je m'étais pris un spoil rétroactif sans le savoir. Et en fait, ça a marché au moment où je vais découvrir. Enfin bon, quoi qu'il en soit, One Piece, donc fin d'un arc, on apprend des trucs très intéressants, il y a des gros chamboulements dans l'univers, encore une fois je reste méga vague parce que c'est One Piece, c'est dans l'air du temps, c'est très populaire, on veut éviter le spoil au maximum. Et voilà, donc One Piece tome 104, très très cool. Vous avez remarqué que les tomes brillent, je crois que c'est pas juste le 104, il me semble que les quelques-uns avant brillent aussi. C'est un truc que Glénat s'est mis à faire récemment, c'est pas nouveau.
Parce que rappelez-vous, il y avait eu des tomes spécial anniversaire des 20 ans, je crois, je sais plus, qui brillaient également et qui coûtaient le même prix que les tomes standards. Ce qui était plutôt cool. Là, ils nous le font, c'est même plus des tomes collector, ils nous les font briller gratos aussi. Bon bah, moi je suis pas contre, hein. C'est un petit truc rigolo, ça rajoute de l'impact un peu. On sent qu'on s'approche de la fin de la série. Donc voilà, on va voir comment ça évolue One Piece. Mais vraiment, à chaque fois que je lis un tome, moi je recomprends. Parce que vous voyez, avec le délai entre les tomes et tout, on n'est plus à l'époque où je regardais 2 épisodes ou 3 par jour de One Piece quand ça passait à la télé, quoi. Donc avec les délais entre les tomes et tout, ça m'arrive d'oublier à quel point c'est bien One Piece, vous voyez. Pas d'oublier, mais ça me sort un peu de l'esprit, quoi. À quel point c'est bien, vraiment, concrètement, à quel point c'est bien. Et vraiment, quand je lis le nouveau tome de One Piece qui vient de sortir, je commence en étant un peu dans cet état de j'ai un peu oublié à quel point c'est génial, et quand je finis le tome, je suis en mode oh mais il me faut le suivant. C'était génial à ce point-là, j'avais zappé. Et ça me fait ça presque à chaque fois. Donc dans un sens, c'est un peu triste de se dire que j'arrive pas à maintenir ma hype de One Piece à fond. Pas autant qu'à une époque en tout cas, mais ouais, One Piece très très cool, et j'espère que la suite sera à la hauteur, mais j'en doute pas trop. Alors on enchaîne avec Bakemonogatari tome 17 par Nishiyojin et O-Great aux éditions Pika. Donc ce tome 17 de Bakemonogatari, déjà il n'a rien à voir avec la couverture pour le coup, ce personnage là n'apparaît même pas je crois. Ou alors en flashback ou en... Vous voyez, mais le personnage physiquement n'interagit jamais avec personne dans ce tome. Mais ce tome est intéressant parce qu'il nous montre une partie de l'arc du chat, on va dire, et on revient un peu aussi sur l'arc du vampire, mais plus dans le présent du coup. Là, il se passe des trucs avec Shinobu, quoi. Donc, j'espère qu'elle s'appelle comme ça, encore une fois, moi et les noms. Des fois je les oublie, donc j'espère que c'est bien Shinobu, la petite vampire. Quoi qu'il en soit, donc l'histoire avance pas mal, et j'ai le sentiment que peut-être on tient là ce dont je parlais la dernière fois, c'est-à-dire que est-ce que tout viendrait pas enfin à se croiser, quoi. Est-ce que toutes les filles qu'il a aidées vont pas enfin se retrouver dans un but commun? Je dis ça parce que là il semble avoir un antagoniste qui se met en place. Donc si cet antagoniste est une menace pour l'univers ou je ne sais quoi, il pourrait bien réunir un peu l'équipe de toutes les filles qui ont subi des anomalies là, et essayer de régler le problème. Voilà, donc c'est une petite hypothèse comme ça que je balance dans le vent, hein, j'en sais rien en vrai. Mais voilà, je me disais justement ces derniers temps que est-ce que ce serait pas le moment de réunir un peu tout ce qu'on a mis en place et de voir s'il n'y a pas un obstacle à surmonter en équipe ou un truc comme ça. Donc je me dis là on va peut-être dans cette direction. Encore une fois c'est juste une hypothèse, hein, ne prenez pas ça pour argent comptant. Si ça se trouve dans le tome suivant, pas du tout. Voilà, en tout cas Bakemonogatari est toujours très cool à suivre, c'est une série que j'aime vraiment bien, qui a vraiment ses particularités, qui va à fond dans son délire en plus. Et qui le fait sincèrement, enfin, on sent qu'il y a de l'idée derrière en fait. C'est vraiment cool le Bakemonogatari, je vous le conseille encore une fois, pour la millième fois, je sais pas combien de fois on a vu Bakemonogatari dans cette émission, mais je vous le conseille encore et toujours. C'est pas une valeur sûre parce que c'est quand même un peu de niche, enfin c'est dans une niche en tout cas, c'est un truc qui blablate pas mal, qui aime bien partir dans des débats un peu philosophiques par-ci par-là. Donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est plutôt, si on aime bien, on aime vraiment bien généralement. Donc Bakemonogatari, je vous le conseille. Le manga suivant c'est Mushoku Tensei, Nouvelle vie, nouvelle chance. Ça fait longtemps que j'avais pas dit le sous-titre, je savais même plus que c'était ça. Par Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifujin Namagonote, et le character design par Shirotaka. C'est le tome 18, je sais plus si je l'ai dit, et c'est aux éditions Doki Doki. Alors Mushoku Tensei, ça reste, moi perso c'est un de mes petits classiques autres que les gros classiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, pour moi il y a des trucs genre One Piece ou Fairy Tail qui sont des mangas fondateur un peu dans pourquoi j'aime les mangas. Là, Mushoku Tensei, c'est un des mangas que vraiment j'adore, mais qui ne rentre pas dans cette catégorie, quoi. C'est un truc que j'ai découvert un peu plus tardivement, à peu près quand c'est sorti en France d'ailleurs, mais qui m'a vraiment marqué et qui me plaît toujours en fait. Je suis vraiment fan. Et en plus, ce tome-ci,
Moi, vous savez peut-être si si vous regardez ces vidéos depuis longtemps que je suis fan de romance, c'est un genre d'histoire que j'aime beaucoup. Enfin, quand c'est fait comme j'aime bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de variantes de la romance forcément. Mais et là, il y a un peu la consécration d'une romance de la série, ce qui rend le truc très agréable à suivre, comme moi on aime bien les romances mignonnes et tout. Ce tome est très agréable à lire, et en plus, la perspective du tome suivant m'a l'air très amusante aussi. Donc vraiment Mushoku Tensei, c'est un petit classique personnel je trouve. C'est un des mangas que je suis le plus impatient de lire à chaque fois qu'il y a un tome qui sort en fait. C'est à ce point-là. Donc vraiment Mushoku Tensei, je ne saurais trop vous le conseiller. Je sais je crois que c'est la saison 2 de l'animé ou un truc comme ça qui est sorti il y a pas longtemps. Du coup je regarde pas l'animé vu que je lis le manga, je vais pas faire les deux en même temps, mais si vous êtes plutôt animé, du coup il y a peut-être une alternative. Alors je sais pas à quelle vitesse va l'animé, je saurais pas vous dire s'il est avant ou après le manga. Parce que je sais que le manga il y a encore beaucoup de choses à dire. Notamment à cause du spin-off Les Aventures de Roxy, qui dans son tome 1 spoil un peu la situation, si ce n'est finale, au moins très avancée de Mushoku Tensei. Et c'est une situation où il s'est passé beaucoup de choses visiblement. Donc Mushoku Tensei, on en a encore pour beaucoup de tomes à mon avis, et c'est pas pour me déplaire. Et justement, on parlait du spin-off, le voici, le tome 9 de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, par Shoko Iwami, d'après l'œuvre de Rifuji Namagonote, et le character design toujours par Shirotaka. Chez Doki Doki également. Donc, Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, je redis un peu ce que c'est. C'est le spin-off de Mushoku Tensei où on suit le passé de Roxy. Donc Roxy qui est la magicienne que vous voyez sur la couverture. Et c'est un spin-off qui vaut le coup. Alors, forcément, si vous devez choisir absolument entre Mushoku Tensei et Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, moi je vous conseille plus Mushoku Tensei tout court. Mais Les Aventures de Roxy, c'est une série qui à plusieurs reprises a fait preuve de beaucoup plus d'audace que ce qu'on pourrait croire à l'origine, parce que il se passe vraiment, parfois il se passe des trucs un peu dark et tout. La série a pas peur de mettre de l'enjeu et de tenir à cet enjeu, ne pas le mettre sous le tapis dès que l'héroïne arrive quoi. Donc c'est une série qui a ses forces, et qui en plus, quand on lit Mushoku Tensei en parallèle, il y a pas mal de parallèles justement. Il y a pas mal de moments où en fait ils sont un peu au même endroit, mais à des années d'intervalle hein, bien sûr. Mais il y a des situations qui se rejoignent entre Mushoku Tensei et Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy. Franchement, j'ai pas fait suffisamment attention, mais ça m'étonnerait pas que... Enfin, ce serait marrant en tout cas qu'un jour je découvre un easter egg entre les deux. Vous voyez, un truc qui se passe dans le tome de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, et quand on arrive à Mushoku Tensei, il arrive dans la même pièce, et justement les objets sont disposés de la manière dont Roxy les avait disposés, par exemple. Un petit lien comme ça pourrait être marrant, vu que les deux sortent en parallèle. Mais après, je sais pas au Japon à quel point ils sortaient en parallèle, je sais pas si les mangaka sont suffisamment s'ils travaillent suffisamment ensemble, on va dire, pour mettre en place un truc comme ça. Après, vu que c'est adapté d'un roman, peut-être que le roman a déjà mis un truc en place comme ça et que les mangaka vont vouloir le reproduire. Mais franchement, je pense que c'est le genre de petits détails, vu à quel point les mangaka ils sont toujours en train de travailler, c'est le genre de petits détails qui peut-être ne seraient pas pris en compte, quoi, parce que faudrait contacter l'autre mangaka et machin, et tu veux bien qu'on mette là le... Faudrait vraiment que ce soit l'auteur du roman qui ait l'idée et qui demande, quoi, je pense, pour que ça arrive. Mais ça pourrait être vraiment sympa, ce genre de petits détails, en mode Roxy pose un cahier à un endroit, et puis vu que personne n'est rentré dans la pièce, des années plus tard, le héros de Mushoku Tensei rentre dans la même pièce, et boum, il y a le même cahier avec les trucs de Roxy écrits dedans. Voilà, ça peut être sympa, mais encore une fois, à mon avis, il faut que ce soit un point important du roman pour qu'ils prennent la peine de faire à l'effort, les mangaka, de se synchroniser. Mais bon. C'était une idée dans le vent comme ça, hein. Des fois, je vous rappelle que ces vidéos sont en impro total, hein. J'ai essayé dans cette vidéo là d'être un peu plus concis, mais je pars toujours dans des tangentes incroyables. Donc voilà, Mushoku Tensei, vraiment un spin-off qui vaut le coup. Pour le coup, si vous aimez Mushoku Tensei et que vous avez fait l'impasse sur celui-là, ne faites peut-être pas l'impasse. Je vous préviens quand même encore une fois, le premier tome spoil un peu le futur de Mushoku Tensei, hein. Parce que en fait, l'histoire de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, c'est Roxy du futur, futur par rapport à là où on en est dans le manga, hein, qui raconte son passé. Donc, tome 1 de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, il y a un spoil entre gros guillemets de Mushoku Tensei.
voilà, donc comme ça vous êtes au courant, parce que ça change un peu quand même la façon dont tu regardes la série principale, hein. C'est un vrai truc qui change ta façon de voir les choses, enfin surtout moi en l'occurrence, parce que c'est un point qui m'intéresse, mais voilà, soyez informés. Peut-être que vous avez bien fait de faire l'impasse entre guillemets, mais le manga vaut le coup, donc si vous êtes prêt à prendre le risque ou à accepter ça, vous pouvez aussi commencer les aventures de Roxy, c'est très cool. On va enchaîner avec le tome 7 de Arrête de me chauffer Nagatoro par Noévé Graphics pour l'édition et Nanashi pour le manga. Donc ce tome, si je dis pas de bêtises, c'est celui... alors qui comme tous les autres avant a une collector, hein, vraiment le principe d'une collector commence quand même à perdre de son sens avec Noévé Graphics et cette série, qui fait un collector à chaque tome, depuis le tome 1. Et puis en plus à l'époque où il y avait encore les cartes dans les tomes standards, eh ben, il n'y avait pas les deux cartes dans le collector, donc si t'achetais le collector il te manquait quand même une carte. Voilà quoi, c'est un délire les collectors de Nagatoro, mais celle-ci je crois qu'elle avait fait un peu parler, parce qu'il y a un délire, c'est quoi, c'est genre la collector, je crois qu'elle a pas de chaussettes sur la collector. C'est ça, et la couleur du background change je crois aussi, hein. Ça je suis pas sûr, il me semble. Hein. Moi je trouve que c'est rigolo, ça. J'aime bien le délire. C'est-à-dire que le fait d'avoir une variante de couverture qui soit la collector et qui soit la même couverture mais avec un truc différent, je trouve que c'est un peu réminiscent de... Je sais pas si vous voyez dans les tomes de Nisekoi, alors qu'ils sont un peu loin donc je vais pas vous en sortir un, mais si vous regardez sous la jaquette des tomes de Nisekoi, en fait il y a la suite de la jaquette en fait, vous voyez, sous la jaquette il y a genre comme si c'est un shooting photo la jaquette, et que par exemple c'est un personnage qui saute sur la jaquette, bah tu enlèves la jaquette et en dessous tu le vois se ramasser quoi, parce qu'il juste après la photo où il a sauté quoi, il est tombé. Et c'est un peu réminiscent de ça je trouve, ce délire de sur la version collector elle a enlevé ses chaussettes. Je trouve ça rigolo moi. Alors après dans les faits c'est sûrement, je sais pas s'il a exactement dessiné pareil, ça doit être juste une façon un peu fainéante de faire une collector quoi. Ouais, genre parce que si l'auteur il a juste eu à recoloriser les jambes je pense. Après j'ai pas regardé en détail la couverture, donc ça se trouve c'est vraiment redessiné dans une autre position et je suis juste un peu de mauvaise foi. Mais voilà, quoi qu'il en soit le concept en lui-même je trouve ça rigolo. Je pense que plus de séries devraient faire ça, de nous faire genre une collector où l'illustration de la collector c'est la suite ou une variante de l'illustration du tome standard. Ça fait vraiment, je trouve que ça fait un petit effet rigolo, ça raconte une petite histoire, bon une histoire très basique hein, vu qu'il n'y a que deux images, mais là en l'occurrence l'histoire c'est qu'elle a enlevé ses chaussettes, ou qu'elle les a mises, je sais pas dans quel sens faut voir le truc. Enfin je dis ses chaussettes depuis le début mais c'est des collants, hein. Désolé je suis pas un spécialiste des chaussettes. Donc voilà, sinon à part ce petit détail qui est un peu rigolo, il y a donc ce tome-ci de Arrête de me chauffer Nagatoro qui est dans la lignée de tout le reste. C'est le truc que je dis à chaque tome, mais c'est le truc qui est vraiment très vrai. C'est toujours un petit courant d'air frais de lire cette série, je trouve. C'est très mignon, c'est très léger. Le tome est assez petit parce qu'il est format japonais, et en plus il est plutôt fin je trouve. Bah, ça se voit pas trop comme ça, mais je veux dire ça se lit plutôt vite en fait. Mais ça participe à cette ambiance de légèreté que j'ai en lisant ce manga. Je saurais pas l'expliquer autrement en fait. À chaque fois je radote à chaque vidéo. Mais c'est un manga qui se lit tout en douceur, et t'as fini la lecture, t'es content d'avoir lu une petite histoire sympathique quoi, et tu t'es pas pris la tête plus que ça, mais c'est pas au sens péjoratif quoi, c'est vraiment une petite histoire vent d'air frais. Je peux pas la voir autrement, en fait j'arrive pas à en parler autrement, parce que c'est ce que je ressens, et c'est vraiment très agréable à lire du coup. Alors on enchaîne avec le tome 14 de Wands End Harem Afterworld, donc la partie 2. Le scénario par Link et le dessin par Kotaro Shuno, aux éditions Delcourt Tonkam. Donc là, ce tome 14, donc les choses se mettent un peu en marche. Le tome précédent c'était surtout l'installation du contexte. Là les choses se mettent un peu en marche, et il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'une bonne partie de ce tome a une vibe très comédie romantique harem en fait. Vous voyez un peu, genre si t'enlèves les grosses Seneishi qui sont quand même bien présentes, faut pas se mentir, ça c'est presque dans la même catégorie qu'un tome de Lovina ou ce genre de truc. Ils vivent des petites aventures, ils vont à la plage, ils jouent au volleyball, ils font des trucs, et ils vivent leur vie de tous les jours. Et puis il y a de la romance là-dessous, et puis
Voilà, si vraiment t'enlèves, même pas t'enlèves, tu atténues le Heishi, ça devient un tome de Lovina ou un tome de, je sais pas, Ichigo 100%, enfin, pensez à n'importe quel harem un peu old school où ils vivent tous ensemble et ils vont faire des activités par-ci par-là. On est vraiment dans ce délire-là, et moi ça me plaît bien que le manga change un peu de registre avec ce personnage principal de la partie 2. Tout en ayant bien sûr en fond de temps en temps des petites mentions du scénario principal et de l'enjeu qui est bien sûr assez poussé. Et d'ailleurs à la fin de ce tome-ci, l'enjeu, les méchants, tout ça commence à mettre un peu leur nez dans la vie du héros de la partie 2. Donc peut-être que c'était juste un petit encart temporaire, cet esprit un peu harem, comédie romantique. Peut-être que ça va virer un peu plus sombre au tome suivant. Quoi qu'il en soit, c'était un peu agréable en fait, je trouve. J'aime bien cette ambiance, moi. Depuis le début, j'aime bien les comédies romantiques harem comme ça. C'est très sympathique à suivre en fait. C'est des petites histoires très cool. Et voilà, donc bon, encore une fois, je vous précise, le truc, je le dis à chaque fois parce que je veux pas vous conseiller un manga qui vous plairait pas. C'est très Eishi, hein, World's End Harem. C'est probablement le manga le plus Eishi que je connaisse. Peut-être Ishuzoku Reviver dans une catégorie légèrement différente pourrait être en compétition pour le titre, mais c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est pas un manga que je vous conseille si vous avez le moindre problème avec le Eishi. Par contre, si ça vous aime pas, ou voire même si vous en cherchez, c'est probablement ce que vous voulez lire. Donc voilà, petite série très sympa qui change un peu de registre parce que c'est plutôt agréable. Et je suis curieux de voir comment ça va évoluer du coup, parce que comme je vous l'ai dit, les méchants viennent un peu mettre leur nez dans les affaires des héros à la fin de ce tome, et je me demande ce qui va se passer concrètement. Et pour le dernier manga de cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir été assez efficace. Cette vidéo, elle va peut-être pas être trop longue. Le tome 13 de A Fantasy Lazy Life par Tsuniko Watanabe pour le scénario, Neko Inotsuki pour le dessin, et le character design par Jun Ayakura aux éditions Delcourt Tonkam. Donc, alors, A Fantasy Life, ça devient très compliqué de ne pas se répéter quand on en parle, parce que c'est un peu comme Nagatoro, c'est le genre de série, j'ai envie de dire la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que c'était une petite histoire sympathique à suivre, il s'est pas passé grand chose, mais ça avance quand même. Et c'est un truc de géopolitique un peu où tu suis les différents trucs de la royauté au travers les yeux d'un gars qui s'est fait isekai mais qui est devenu roi du coup, et qui essaye de s'habituer à ce milieu des aristocrates et à régler un peu les problèmes politiques. Donc voilà, là on est dans une partie de l'histoire où on est dans un autre royaume on n'est pas dans le royaume du héros, il est invité dans un autre royaume pour essayer de négocier pour qu'il y ait un soigneur qui s'occupe de la naissance de son bébé ou je sais plus quoi. Et du coup, il doit régler un problème de succession dans la famille royale de cet autre royaume pour avoir des chances qu'on accepte de s'occuper de son bébé. Enfin voilà quoi. Et du coup il fait la politique quoi, il va parler aux gens, il fait alors c'est quoi ton point de vue? Ah d'accord, tu veux faire ça. Oh mais attends, est-ce que c'est dire que machin et bidule ont un plan pour faire ça? Ok, faut que je trouve un moyen de l'empêcher, comment je peux faire? Alors est-ce que je pourrais pas dire ça à lui? Comme ça lui il va penser ça, et puis après comme ça il va faire ce move là, et puis voilà, c'est de la politique. Alors c'est pas de la politique en mode Death Note, en mode j'avais prédit ton plan depuis le début, maintenant, vous voyez c'est pas Yu-Gi-Oh quoi, il sort pas une carte piège quand il y a un roi qui annonce un truc, et puis carte piège, hop, c'est moi qui ai gagné, tu vas soigner mon bébé. Non, c'est pas ça. C'est plutôt vraiment le gars se balade, il est poli avec les gens qu'il croise et il essaye de comprendre ce que veut qui et comment faire pour avoir ce qu'il veut. Donc il est vraiment pas en mode mastermind, il est vraiment pas en mode stratège, vraiment juste il essaie de comprendre les trucs et il fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. C'est un gars très calme et très gentil. Ça se voit d'ailleurs sur cette couverture, hein. Il est tout le temps tout petit sur la couverture. C'est plutôt rigolo de voir les choses comme ça. Quoi qu'il en soit, Fantasy Life, petite histoire très sympa qui a, je crois, n'a pas d'animé ou quoi que ce soit. Donc pareil, si vous aimez les isekai un peu sous les radars, quoi, qui sont pas les trucs les plus populaires de l'univers parce qu'il n'y a pas encore eu d'animé ou quoi que ce soit, Fantasy Life c'est un petit isekai sympa qui se tente. Voilà. Alors là c'est la section coup de cœur du mois, donc je choisis parmi tous les mangas que j'ai eu ce mois-ci, lequel est entre guillemets mon préféré. Donc lequel j'ai le préféré lire, lequel m'a le plus marqué, voilà, difficile à dire parfois, et aujourd'hui on est dans ce cas où c'est difficile à dire, parce qu'il y a 3 énormes concurrents quoi. On a
Mushoku Tensei tome 18, qui comme je vous l'ai dit est une des séries que vraiment je veux le plus lire quand il y a un nouveau tome qui sort. C'est chaque tome est un plaisir et je suis très curieux de voir comment ça évolue à chaque fois. Chainsaw Man, c'est le gros challenger dernièrement, j'ai découvert moi il y a quelques mois Chainsaw Man en soi. Enfin non, ma découverte encore un peu avant, mais je me suis vraiment plongé dedans il y a quelques mois Chainsaw Man. Et vraiment ça m'a bien donné un coup de poing dans le ventre. Le truc c'était vraiment une révélation. Et One Piece, c'est le classique intemporel qu'à chaque tome, je me rappelle à quel point j'adore. Donc, je dis intemporel, je sais pas si ça se trouve dans 10 ans, tout le monde déteste One Piece. Hein. Faut voir la fin. Faut voir la fin. Mais, là, on parle pas de la fin, de toute façon, on parle du tome 104. Donc, lequel j'ai décidé de choisir comme coup de cœur du mois, c'est très très difficile. Ah là là, non, c'est vraiment difficile pour le coup. Et des fois, je dis c'est difficile, mais j'ai une petite idée de qui je pourrais m'éliminer, pour quelle raison. Là, je trouve pas d'excuse pour éliminer quelqu'un, en fait. C'est... Voyons voir. C'est vraiment dur, hein. C'est vraiment dur, en fait. Qui je vais choisir comme coup de cœur du mois Ah, One Piece, c'est la fin d'un arc, donc... Oh là là... bon, je suis pas aimé Chainsaw Man, vous savez quoi? Pourquoi? Parce que Chainsaw Man, c'est un tome... on va dire que c'est on installe encore un peu le contexte, quoi. C'est pas... On n'est pas sur du... Il n'y avait pas de scène ultra marquante ou quoi que ce soit. C'est encore un peu... On installe les choses. Alors, moins que dans le tome d'avant, mais il n'y a pas encore eu, je pense, les trucs les plus incroyables de cet arc. Donc on va, voilà, il faut bien que je trouve une excuse hein, pour éliminer quelqu'un. Ensuite c'est entre One Piece et Mushoku Tensei. Alors je vous avoue que Mushoku Tensei, je l'ai lu plus récemment. Donc peut-être que ça pourra jouer en sa faveur. Ah là là, je sais pas, One Piece c'est la fin d'un arc. Mushoku Tensei c'est pas spécialement la fin d'un arc, mais c'est la consécration d'un truc que j'attendais quand même. Ouais, vous savez quoi? Mushoku Tensei qui gagne. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'aimais bien les romances, bah du coup il y a un peu la consécration d'une des romances dans ce tome 18. Donc je suis obligé de choisir Mushoku Tensei, d'autant que c'est encore une fois une série que vraiment j'adore. Donc le coup de cœur du mois c'est Mushoku Tensei. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo lecture du mois de juillet 2023. Donc une vidéo où j'ai pas lu énormément de choses, hein, vous voyez, mais j'ai lu quand même une petite sélection assez solide je trouve. J'espère que la vidéo n'a pas pris trop longtemps, j'ai essayé d'être le plus efficace parce que c'est vrai que je traînais pas mal en longueur dans certaines vidéos précédentes. Enfin non, les précédentes elles étaient plutôt courtes, mais c'était parce que j'avais pas lu beaucoup de mangas. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment et que voilà, cette lecture du mois vous a inspiré de quelque manière que ce soit, hein. Peut-être que ça vous a donné envie de lire le prochain tome de je ne sais quelle série, peut-être que ça vous a donné envie de commencer une nouvelle série. Peut-être que ça vous a dégoûté de toutes ces séries parce que j'en parle n'importe comment. C'est possible aussi. J'espère que c'est pas ça, mais on sait jamais. Donc voilà, c'était Japanman. A plus.